sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que votre week-end a été agréable et que vous étiez bien entendu à l'écoute des programmes d'RTL. Je suis très heureuse, ainsi que toute l'équipe de cette émission, de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'échange, une nouvelle semaine de partage autour de thèmes variés comme la mémoire, demain, les naissances sous X mercredi ou les enfants du divorce pour vendredi. Bonjour Marcel Ichou. Bonjour Flavie. Vous avez pris des couleurs ce week-end. Comment le voyez-vous ? Ah bah écoutez, là on va faire une photo tout à l'heure qu'on mettra sur notre page Facebook. Je pense que nos auditeurs comprendront tout de suite que vous n'étiez pas forcément à Paris ce week-end, mais ça vous va très bien. Allez, aujourd'hui, pour commencer donc cette semaine, nous allons parler d'un sujet beaucoup plus sérieux que les couleurs de Marcel Ichou. C'est la souffrance dans le cadre du travail. Car si nous passons une grande partie de notre vie dans notre milieu professionnel, celui-ci n'est pas toujours source d'épanouissement et de bonne santé, et parfois il peut même pousser au grave, voire au pire. Isolement, harcèlement, peur, dépression, autant de symptômes à prendre très au sérieux pour justement trouver les moyens de s'en sortir, car c'est possible. Si vous souffrez dans le cadre de votre travail, si vous voulez poser des questions à notre invité, si vous voulez témoigner de votre expérience, j'attends vos témoignages. C'est au 3210 ou alors sur le blog rtl.fr ou encore notre page Facebook. Et pour répondre justement à nos interrogations et dialoguer avec nous, nous avons invité aujourd'hui dans ce studio et en direct la psychothérapeute Anne-Catherine Sabas. Anne-Catherine Sabas, bonjour. Bonjour. Votre ouvrage, paru aux éditions Bussière, s'intitule « Triompher de la souffrance au travail ». C'est-à-dire que dans l'idée du triomphe, il y a aussi l'idée d'un énorme combat. Absolument. Et il y a l'idée qu'il est important quand même de se souvenir que quelque chose est possible. On ne peut pas changer notre société, on peut pas toujours changer notre patron, nos collègues, mais on peut changer la manière dont on va se positionner par rapport à eux. Et j'ai voulu rappeler dans ce livre qu'il y a toujours une voie de réflexion qui peut permettre, même dans des conditions les plus difficiles, de changer notre positionnement et de récupérer des forces. Mais quelle est la tâche en fait du travail ? Qu'est-ce que nous apporte le travail ? Car je le disais, on passe presque plus de temps au travail finalement que dans notre cadre familial. Quelle est la fonction du travail en dehors de la fonction nourricière ? L'idéal, et pour heureusement certaines personnes c'est le cas, le travail c'est un lieu où on pourrait s'épanouir, où on peut obtenir de la reconnaissance, où on peut trouver un sens à sa vie, aussi une existence et puis une utilité. D'ailleurs, la plupart des gens qui s'épanouissent le plus dans le travail sont ceux qui ont le sentiment d'avoir une mission, d'avoir une vocation, d'être à leur place et de contribuer à quelque chose au niveau de ce monde et de la société. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la souffrance au travail est un véritable mal de notre époque ou c'est quelque chose qui a toujours existé ? J'imagine que nos arrière-grands-parents qui travaillaient au champ 20 heures sur 24 souffraient d'une certaine façon, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Leur souffrance était probablement physique, mais aujourd'hui, chaque fois qu'on parle de souffrance au travail, on parle de relations. On parle de harcèlement, de problématiques complètement humaines et qui montrent aussi que les rapports humains souvent se détériorent. Alors qu'est-ce que ça dit justement notre société, cette souffrance au travail ? Alors aujourd'hui c'est quoi ? C'est l'individualisme, chacun dans sa bulle, c'est la course au profit ? Je dirais c'est tout ça. Alors il se trouve que l'émission d'aujourd'hui arrive après le premier tour des élections où certains thèmes ont été soulevés. On n'est bien sûr pas là pour faire de la politique, mais on est obligé de prendre conscience que dans nos systèmes, il y a des choses qui clochent. C'est-à-dire que pour qu'un travail soit bien fait, il faut que la personne qui le fait soit bien, soit à l'aise, soit reconnue, soit encouragée un minimum, même si le but n'est pas non plus... on peut pas prendre soin de tous les gens avec qui on travaille en permanence, mais au moins ne pas les harceler. Donc il y a vraiment des choses à repenser dans les relations humaines. Mais est-ce qu'il se joue d'autres choses finalement dans le milieu du travail que celles qui devraient vraiment le concerner ? J'entends par là, est-ce que certains qui sont malheureux dans leur vie vont pouvoir à un moment donné se venger dans l'univers du travail ? Parce que c'est vrai que travailler, on est bien d'accord que c'est dans le plaisir, dans l'encouragement qu'on arrive à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est quand même assez paradoxal qu'aujourd'hui on nous parle de patron, de vexation, de hiérarchie, ça n'est pas véritablement productif. Donc est-ce qu'il se joue d'autres choses finalement dans le cadre du travail ? Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être malheureux sur son lieu de travail risque d'engueuler son chien, son fils ou sa femme ou son mari quand il rentre chez lui. C'est-à-dire que tout est interdépendant. La façon dont nous travaillons, dont nous vivons notre travail va forcément avoir des conséquences sur le reste et vice-versa. Donc il est vraiment question de réfléchir à comment nous nous positionnons et comment nous nous positionnons par rapport aux autres, comment nous nous traitons les uns les autres.
Alors, Marcel Ichou, la souffrance au travail peut également être une souffrance physique. En 2 mots, à un moment donné, le corps finit par parler. Ah ben oui, bien sûr, il parle puisque les relations psychologiques entraînent des perturbations psychologiques et se manifestent par des manifestations qu'on dit psychosomatiques, qui vont d'une simple fatigue, une irritabilité, jusqu'à la dépression. Et alors, la difficulté, c'est pour sortir d'un environnement contraignant, il faut avoir des forces et notamment des forces psychiques. Et c'est peut-être toute la difficulté qu'on va voir avec Anne-Catherine dans ce qu'elle va nous dire. Oui, et puis on a eu un message des Théodo déjà sur notre blog. En arrêt maladie depuis une semaine qui vient d'être reconduit de 15 jours. La médecine du travail nous dit qu'il est trop tôt pour aller les consulter. Vers quelles aides pouvons-nous nous tourner? Quelles possibilités s'offrent à nous avant que la dépression ne s'enracine? Comment sortir de cette situation? Je ne suis pas en état, vous le disiez justement Marcel, pour me motivé à quitter l'emploi qui me fait souffrir, et d'un autre côté, je ne trouve plus la force d'y retourner, nous écrit Théodo. Ça veut dire que on peut se retrouver, Anne-Catherine Sabas, c'est un évidemment long chemin, un peu insidieux, jusqu'au moment où on craque le burn-out, on en parlera. Mais effectivement, il y a un moment donné où on est prisonnier de la situation, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut partir, mais on n'y parvient pas et on n'en a pas forcément les moyens non plus. Alors, on n'y parvient pas souvent parce qu'on a aussi des valeurs qui nous ont entraînés à rester à tout prix dans la performance, et que l'arrêt maladie, la démission. Alors la démission, c'est encore un autre problème. C'est pas quelque chose que je suggère et que je conseille, bien sûr. Mais en tout cas, toutes ces actions de repli provisoire sont vécues comme un échec. La personne a été programmée pour tenir le coup quoi qu'il arrive. Alors ça peut être très dynamisant, de se dire il faut que je sois fort, mais c'est aussi parce qu'on a essayé d'être trop fort trop longtemps qu'à un moment donné on craque. En tout cas, on invite dès maintenant les auditeurs qui se sentent concernés par le sujet ou qui ont envie de nous poser des questions à composer le 3210. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de la souffrance au travail. Elle a plusieurs visages, évidemment, cette souffrance, et c'est ce dont nous allons parler dans un instant avec notre invitée Anne-Catherine Sabas. À tout de suite. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui vous concerne au regard de tous les messages que nous avons déjà reçus sur Facebook. Bonjour à toute l'équipe, nous écrit Féery. Le sujet d'actualité, c'est bien de le traiter. C'est un véritable fléau que la souffrance au travail. Je vois de plus en plus de personnes rentrer du travail complètement épuisées, davantage par le stress que par le travail en lui-même. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé aujourd'hui à Anne-Catherine Sabas, qui est psychothérapeute, de nous rejoindre et de pouvoir s'adresser à vous. Je disais tout à l'heure, Anne-Catherine, que la souffrance au travail a plusieurs visages. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer dans le cadre du travail ? Alors, on a parlé tout à l'heure de performance. Je pense que le premier visage de la souffrance au travail, c'est toutes les conséquences de cette exigence de performance. Savoir être toujours plus rapide, toujours plus productif, toujours plus vite, toujours plus, ce qui entraîne forcément un stress considérable. Les conséquences de ce stress, c'est tout ce qui a trait, les conséquences, ou les causes d'ailleurs, enfin on pourra revenir là-dessus tout à l'heure, c'est tout ce qui a trait à l'image de soi. C'est-à-dire que si notre croyance, c'est que si je suis pas plus performant, je suis nul, et si mon entourage professionnel, à savoir mes chefs, me disent qu'est-ce que tu es nul, tu n'as pas réussi à faire tout ça ou à travailler 25 heures par jour, il va y avoir un gros problème au niveau de l'image de soi. Et c'est ça qui peut aussi entraîner la dépression. Oui, allez-y. Non, et les causes, alors les causes, justement, on s'aperçoit que souvent, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie que la couverture du livre soit masculine, qui est une figure d'un homme. Souvent, on s'aperçoit que la souffrance au travail est pas la même chez les hommes que chez les femmes, parce que les hommes souvent sont beaucoup plus dans cette idée de performance et seront peut-être moins sensibles à toutes les histoires relationnelles. C'est-à-dire que tout ce qui est harcèlement, manipulation, ils vont plutôt être la cible de ça à partir de questions vraiment, de performance, d'objectifs, de pourcentage, etc. Pour les femmes, c'est une autre histoire. Voilà. Alors que pour les femmes, une collègue qui lui adresse pas la parole, qui veut pas déjeuner avec elle, ça va vite être un drame. Donc c'est plus au niveau relationnel que ça se joue. Au niveau affectif, on va dire que les femmes s'y retrouvent souvent, plus. C'est en règle générale. Alors dans votre ouvrage, vous parlez d'isolement, vous parlez de peur, la peur des dominateurs, des tyrans, des pervers, les difficultés à communiquer, le harcèlement. On retrouve tout ça aujourd'hui dans la société du travail ? Alors malheureusement, on le retrouve partout.
tout. Ce que j'ai aussi voulu dire dans ce livre, c'est que même si le terme, malheureusement, des pervers narcissiques, des manipulateurs, etc., est très à la mode, on a pris conscience qu'il s'agissait vraiment d'une catégorie de personnes, il y en a quand même pas tant que ça. C'est-à-dire que souvent, la souffrance au travail est le résultat d'un ensemble de facteurs qui n'impliquent pas forcément un vrai sadique. Il arrive qu'on ait un patron ou un collègue manipulateur sadique, mais c'est quand même pas une règle générale, et qu'il y a donc plein de facteurs dus à ce dont nous parlons tout à l'heure aussi, à savoir nos croyances. On a tous des croyances par rapport à la façon dont on devrait fonctionner, et donc les failles qui vont avec. Donc ça veut dire qu'il faut aussi savoir accepter ses faiblesses et ses failles quand on les sent venir, et on viendra sur les signaux justement qu'il ne faut absolument pas rater. J'ai quand même le sentiment que quand il s'agit de problèmes au travail, c'est le problème aussi souvent vis-à-vis de la hiérarchie, un patron qui va s'autoriser des comportements excessifs, des vexations sur son employé, ou la personne en tout cas qui est en dessous de lui. Il y a presque un rapport au patron qui est un rapport à un parent. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est des enfants face à nos patrons. Je crois qu'on est des enfants par rapport à beaucoup de gens, et souvent par rapport aux gens qu'on aime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un lien affectif se crée, ou un lien affectif qui peut être tout simplement le résultat d'un lien de promiscuité, ou si vous travaillez 8 heures par jour avec quelqu'un, vous créez des liens et vous allez rejouer des choses qui sont souvent les schémas que vous avez vécus dans votre enfance. Donc bien sûr, le patron va être le parent, celui dont on attend, qui nous encourage, qui nous dise « Oh, c'est bien, tu as bien travaillé mon garçon, ma petite », etc. Mais ça se joue aussi au niveau de la fratrie, c'est-à-dire que les liens entre collègues, on va rejouer des choses de nos frères et sœurs. Et une chose importante à signaler aussi, le harcèlement, c'est pas que les patrons envers les salariés. Moi, j'ai reçu des gens qui étaient harcelés par leurs employés. Ça existe aussi. Il y a des patrons qui n'arrivent pas à tenir leur rôle de patron parce que leurs employés sont une entrave à leur exercice de patron. Ça n'est pas que dans le sens. Mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est des histoires de personnalité, et puis c'est des histoires de mayonnaise, si j'ose dire, qui prend ou qui ne prend pas. Il y a des fois dans une relation quelque chose de toxique qui va s'installer, qui ne veut pas dire forcément que l'un est plus névrosé que l'autre, ou que vous avez affaire à un pervers. Mais dans cette relation-là, il y a quelque chose qui va se passer qui va rejouer quelque chose de toxique, une emprise, une peur, et là on se retrouve démuni devant une personne qui nous dit pourtant rien de spécialement méchant, mais qui va nous faire rejouer notre père ou notre mère qui nous a un peu malmenés, enfin des choses comme ça. Et ça va dégouliner après sur la sphère plus intime et plus privée. Voilà. Marcel ? Le lieu de travail, c'est le lieu des rapports de force, non pas de l'épanouissement de l'individu, contrairement à ce qu'on dit, on met tout le temps l'homme au centre du système, mais la réalité c'est que le système est dans la performance, ce qui est d'ailleurs normal. Il est là pour obtenir une certaine efficacité. Et les gens donnent allégeance à ce système. Vous savez, c'est un peu, on va pas utiliser des grands mots, mais on fait allégeance au système. Du coup, personnalité un peu compliquée, personnalité pas compliquée mais qui souffre, et on fait allégeance au système sans voir l'humain derrière. Et justement, c'est ça le pire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être complètement névrosé. On n'a pas besoin d'être pervers pour être toxique dans le travail. On peut tous l'être, parce que on est obnubilé par cette vocation de l'efficacité sans même aller jusqu'à la performance. Et comme c'est les rapports de force qui prédominent, on leur fait allégeance malheureusement. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Aujourd'hui, nous parlons de la souffrance dans le milieu du travail qui a plusieurs facettes, évidemment, et qui, en même temps, se situe souvent dans les rapports interpersonnels, dans les rapports humains. Juste avant de prendre Marie-France, qui patiente et qui a composé le 3210, je me tourne vers vous, Anne-Catherine Sabas. On met du temps, visiblement, à réagir et à reconnaître sa propre souffrance dans le monde du travail. C'est ce qu'on lit dans votre ouvrage. Qu'est-ce qui fait qu'on tient le coup un certain temps jusqu'au moment où finalement la première manifestation concrète, réelle, à laquelle on fait attention, c'est quand le moral chute et qu'on est à 2 doigts de tomber en dépression. Oui, ou quand on a un gros pépin de santé, ça peut arriver aussi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on tient le coup ? Ce qui fait qu'on tient le coup, c'est qu'on n'a pas eu le temps de s'écouter déjà. C'est-à-dire que quand vous êtes sous pression toute la journée, que la nuit vous vous réveillez ou vous n'arrivez pas à vous endormir en vous disant mince, il faut que je boucle tel dossier ou j'ai pas fait ça bien, il faut que j'y arrive et je vais pas y arriver. Vous n'avez pas une seconde pour écouter les signaux que votre corps vous envoie. C'est pour ça que le craquage, avec tout ce qu'il comporte de désagréable et négatif, est
parfois la seule issue pour se mettre au repos, pour pouvoir entendre que le corps va très mal, que le psychisme aussi, et que là, il est temps de trouver une solution. Et selon vous, la guérison passe déjà par la reconnaissance de sa propre souffrance, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer l'évitement, quoi. On peut jouer l'évitement longtemps et on est victime, je dirais, de ça. On le fait pas exprès de jouer l'évitement, mais à un moment donné, quelque chose se passe qui fait qu'on se retrouve plié en deux avec un ulcère à l'estomac, ou enfin un symptôme qui fait que le corps tôt ou tard nous parle. Et si c'est pas le corps, c'est les proches qui vont vous dire un jour, mais on n'en peut plus, là, tu deviens infernal. Alors justement, est-ce que les premiers signaux aussi nous sont forcément insufflés par le monde extérieur, par ceux qui nous entourent? Ça peut arriver. Ouais. Il y a des gens, moi j'entends des gens qui me disent c'est mon mari, c'est ma femme, c'est ma fille qui m'a dit qu'il fallait que j'aille consulter parce que je deviens hyper irascible. Moi je m'en rends pas compte, mais mes amis me disent apparemment tu vas très mal, fais quelque chose. On va demander justement à Marie-France comment ça s'est passé pour elle. Marie-France, bonjour. Oui, bonjour. Merci Marie-France de nous appeler. Vous êtes concernée directement par le sujet qu'on aborde aujourd'hui, puisque en plus c'est tout nouveau pour vous, en tout cas tout frais, c'est que vous venez finalement d'être arrêté par votre médecin, et vous ne retournez pas travailler pour cause de dépression, c'est ce qu'on vous a diagnostiqué. Merci vraiment Marie-France déjà de nous appeler pour nous parler de cette situation qui évidemment est difficile et douloureuse pour vous. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a amené à craquer au point aujourd'hui d'être arrêté par un médecin? Parce que c'est du harcèlement en permanence. C'est une personne qui crie parce qu'elle a besoin de crier, parce qu'elle a toujours fait comme ça, parce que 5 minutes après, même pas 3 minutes après, elle va éclater de rire avec quelqu'un d'autre. Mais il faut un vendredi, je me souviens, je travaillais l'après-midi, et au fur et à mesure que je rencontrais les collègues, ils me disaient « Oh, t'as eu de la chance de pas être là ce matin ». Tout le monde s'en était pris plein la tête. Tout le monde, un derrière l'autre. Alors pour des raisons X, elle n'en a aucune. N'importe quoi, ce qu'elle voit, ça lui donne sujet à caution pour râler, pour hurler, pour. Alors, ce que j'entends, Marie-France, c'est que vous avez donc subi ce que vous appelez un harcèlement, en tout cas vraiment l'angoisse de votre patronne. Vous travaillez dans une boulangerie, c'est ça? Vous n'étiez visiblement pas la seule, puisque 8 personnes sont déjà parties depuis le mois d'octobre. Donc vous vous êtes inscrite dans une triste lignée de gens qui, à un moment donné, ne peuvent plus supporter et craquer. Quel a été est-ce que vous avez vu les choses arriver progressivement, Marie-France? Quel a été le signal pour vous? Et est-ce que vous avez eu le sentiment vraiment que votre personnalité était altérée par la situation? Qu'est-ce que vous viviez au quotidien? Mais je comprenais pas. Je comprenais pas parce que moi je dis toujours je fais une boulette, bon on me le dit, on m'engueule à la limite, j'assume, tant pis, j'avais qu'à pas le faire. Mais quand on vous crie dessus sans raison valable parce que cette personne a besoin d'exploser et 5 minutes après de rire, on ne le comprend pas. La première fois que j'y suis allée, je me souviens plus, mais ça fait juste 5 mois que je travaille chez eux. La première fois que ça m'est tombé dessus, je me suis dit, mais là, je comprends pas, je suis en train de péter un câble. Donc, je suis allée voir un médecin. Et il m'a dit, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de partir au plus vite et de chercher un autre emploi. C'est 2 folles, il leur manque que le fouet. Exactement, ce sont ses paroles. Je me suis dit, il exagère un petit peu, mais il exagérait pas du tout, en fin de compte. En fin de compte, c'est des gens qui ont... Il m'a dit ils ont une méthode de travail de 1900. Quand je vous demande, Marie-France, si ça a altéré votre personnalité, c'est vraiment comment vous sentiez-vous à l'idée d'aller travailler à ce moment-là? Mais j'ai peur d'aller travailler. J'ai peur d'aller travailler. Les jours quand je rentrais, je me disais toujours, mais pourquoi j'ai pas la force de me coller contre un mur Parce que maintenant j'ai peur. Là, il m'a arrêté. Il m'a arrêté mercredi, je crois. Marie-France, jeudi, c'était mon jour de repos. Le vendredi, je suis retournée travailler. Je me suis dit, parce que je peux pas. Si je tombe malade, il faut que je travaille. Et puis, en fin de compte, non, j'ai pas pu. J'ai arrêté. Samedi, je suis pas allée. J'ai envoyé mon arrêt de travail. Vendredi j'ai travaillé, samedi j'ai envoyé mon arrêt de travail. Donc là c'est effectivement très récent. Marie-France, est-ce que je peux me permettre de donner votre âge? Parce que vous parlez effectivement de sentiments qui sont des sentiments presque Anne-Catherine Sabas enfantins. Marie-France, elle a 58 ans. Aujourd'hui, visiblement ça n'est pas dans sa nature. Aujourd'hui, quand elle va bosser, au bout de 5 mois seulement, elle est dans la peur. Parce qu'effectivement il y a ce côté totalement inattendu visiblement de quelqu'un d'imprévisible qui va se mettre à hurler alors qu'on ne s'y attend pas.
Ça, c'est vraiment un des symptômes que vous avez pu repérer déjà ? Alors là, Chez vous avez prononcé un mot-clé, c'est le mot imprévisible. Imprévisible, c'est la signature des situations traumatisantes. C'est quelque chose qui arrive, une bombe explose, vous vous faites attaquer, vous n'avez pas prévu, vous n'êtes pas préparé, donc ça va avoir des répercussions énormes. La peur, c'est une des conséquences de ça. Là, moi, ce que j'entends, c'est que Marie-France est déjà très fatiguée. Elle est très fatiguée parce qu'elle a subi des stress à répétition. Entendre quelqu'un crier, c'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement imprévisible. Oui, puis c'est plus un truc d'adulte. Enfin, excusez-moi, mais c'est... Pardon. Oui, mais vous avez raison. C'est un truc qui est quelque part très très animal. Le problème de ce genre de situation, c'est qu'il y a une espèce de cercle vicieux. Quand on est suffisamment en forme, suffisamment d'attaque, suffisamment équilibré et plein d'énergie, on peut réussir à peu près à relativiser, à se dire cette personne, elle a vraiment un problème, elle est complètement folle, ça ne me concerne pas. Je n'en fais pas une affaire personnelle parce que visiblement cette personne, elle a un problème. Voilà. Et en plus, elle est comme ça avec tout le monde. 8 personnes parties depuis le mois d'octobre, c'est énorme. Ça fait plus qu'une par mois, c'est quand même beaucoup. Maintenant, quand on commence fatigué, à être entamé soi-même petit à petit, vous connaissez l'histoire de la grenouille, qu'on met dans une casserole bouillante d'un coup, elle est surprise par la chaleur, elle se sauve. Si par contre on monte la température de l'eau à petit feu, elle est endormie au fur et à mesure, elle a plus l'énergie pour sortir. C'est la même histoire. Le stress à répétition, il agit comme ça. Donc, à un moment donné, on ne réussit plus à se protéger. Alors, comment faire ? Donc là, l'idée de l'arrêt de Marie-France, c'est la bonne idée, c'est-à-dire que c'est pour elle aussi l'occasion de se mettre en retrait par rapport à ce climat d'angoisse dans lequel elle travaille. C'est l'occasion pour elle de se reposer, donc d'avoir les idées plus claires. Ça veut dire que Marie-France, j'imagine que vous avez parlé déjà d'une quête d'un autre travail, c'est ça ? Oui, mais vous voulez pas y retourner. À mon âge, c'est pas évident. Alors justement, j'ai peur aussi si je donne ma démission, il va falloir que je fasse le préavis et je ne m'en sens pas la force. Je pense que je n'y arriverai pas. Alors vous ne vous en sentez pas la force maintenant, mais on va se tourner vers Anne-Catherine Sabas parce que bien évidemment, on va parler des issues tout à l'heure ensemble. C'est tout à fait possible et Marie-France, elle va trouver la force de réagir. Bien sûr, elle va la trouver. Même si elle n'imagine pas maintenant. Voilà, si elle s'est arrêtée, c'est justement pour ça. C'est qu'il y a quand même un instinct de survie qui, même au plus fort du stress, au plus fort du traumatisme ou de la peur, nous dit, mets-toi sur le côté, le temps de trouver une solution. Donc la solution, elle va apparaître petit à petit. Dans un premier temps, bien sûr, se reposer, se faire aider aussi peut-être pour clarifier ce qu'elle est capable de supporter, parce qu'après il y a ce que notre corps peut supporter, mais il y a aussi ce que nos croyances, nos valeurs peuvent supporter. Quelqu'un peut décider que il est prêt à travailler avec quelqu'un de difficile, dans la mesure où il se sent pas concerné, il fait son boulot, il est content. Et puis pour d'autres, ça va être insupportable. Pour d'autres, ça va être impossible parce que ils ont envie, c'est un choix personnel, de travailler dans de bonnes conditions avec des bonnes relations. Mais ça, on le clarifie petit à petit, au fur et à mesure. Ça passe par le repos, ça passe par peut-être des techniques de relaxation, se faire accompagner, prendre des vitamines. Enfin, voilà, il y a peut-être un travail aussi de fond à faire, Marie-France. En tout cas, Marie-France, je vous remercie vraiment d'avoir composé le 3210 pour nous faire part de votre expérience qui est douloureuse et puis qui en plus est en ce moment. Donc, je salue votre courage de nous avoir appelés. Et puis, je vous invite à rester jusqu'à 16h à l'écoute de l'émission, puisque dans un instant, avec Anne-Catherine Sabas, justement, nous allons parler des façons, justement, de s'en sortir. D'accord ? Oui, d'accord. Et bon courage à vous, Marie-France. Et restez à l'écoute. Merci pour votre fidélité. Restez à l'écoute de nos programmes. On vous embrasse, Marie-France, et bon courage. Merci, au revoir. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. C'est Nathalie qui nous a laissé un message sur le blog. Je ne peux pas écouter votre émission, Flavie, car je suis au travail. J'ai un CDD qui se finira d'ici une semaine ou deux. 4 mois que je bosse dans une ambiance stressante et agressive. J'arrive au boulot le matin, que j'ai déjà les yeux rivés sur ma montre et je ne respire plus que quand je le quitte. Ici, je subis vexation sur vexation. On ne parle que d'argent, de pourcentage, de commission rentrée ou pas. Aucun sens de l'humain. Je n'attends qu'une chose, la fin de mon contrat. Merci Nathalie. Et si vous nous écoutez, j'imagine que c'est sur le podcast de cette émission. Anne-Catherine Sabas, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Triompher de la souffrance au travail aux éditions Bussière. Et avec vous, nous parlons justement de ce fléau qui touche visiblement énormément de personnes au regard de tous les messages que nous recevons. Concrètement, quand on commence à saisir le fait qu'on est en souffrance dans le cadre du travail, le simple fait de le formuler ne veut pas dire qu'on a réglé le problème. Non, il y a tout un travail après qui commence. C'est le premier pas.
C'est peut-être l'engagement de faire un pas et un autre pas et un autre pas sur un chemin qui va nous mener, on ne sait pas forcément où, d'ailleurs, entre parenthèses. Parce que triompher de la souffrance au travail, ça peut être arrêter de souffrir, mais ça ne va pas forcément être triompher de toutes les guerres, de toutes les crises. Ça peut être aussi apprendre à lâcher prise et à réaliser que la meilleure solution, c'est de prendre la fuite. Alors, prendre la fuite, c'est-à-dire essayer de changer de lieu de travail, par exemple. D'accord, ok. Donc ça, c'est l'idée aussi de pouvoir, à un moment donné, prendre des décisions, comme le faisait Marie-France, qu'on a eu en ligne tout à l'heure, qui, à un moment donné, va peut-être partir vers autre chose. Mais comment est-ce qu'on peut se protéger émotionnellement quand on ne peut pas prendre la fuite ? Il y a des gens qui peuvent pas changer de boulot comme ça. Il y a la peur de la précarité. Il y a des femmes qui ont des enfants à charge. Quand on ne peut pas, il faut bien se protéger émotionnellement. Comment prendre le recul nécessaire ? Alors, prendre le recul, tout est lié. Si on n'est pas en forme physiquement, le psychisme suit, et donc on va avoir tendance à ruminer, avoir du mal à prendre des décisions, etc. Donc, trouver le temps de se reposer un minimum, d'y voir un peu plus clair, et puis après, plusieurs techniques existent, des techniques de respiration, de relaxation, qui peuvent permettre de lutter contre le stress. Ça, on trouve ça malheureusement. Ça sont des techniques qu'on peut trouver avec des psychothérapeutes comme vous. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on rentre le soir, qu'on a un surpassage à faire, s'occuper de ses mots, mais comment à un moment donné mettre à distance le problème du quotidien et du travail ? Même si on ne réussit pas à le faire en rentrant chez soi parce qu'il y a les enfants, le conjoint, etc., on peut le faire avant de se coucher. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Trouver des petits exercices, on essaie d'inventer des petits exercices qui peuvent être faits en 5 minutes dans les toilettes à la pause déjeuner du boulot. Et on n'a pas besoin de 3 heures pour ça. Avant de s'endormir, on peut pendant 5-10 minutes faire des exercices de visualisation, de relaxation qui au bout de quelques jours vont tout de suite porter leurs fruits. Alors bon, il y a ça en technique. Marcel, je vous donne la parole dans un instant. Marcel, il souffre beaucoup parce que il s'agite et tout. Et puis, moi, je continue sur mes idées, donc évidemment. Mais il y a aussi l'idée de regarder les choses avec d'une façon totalement différente, c'est-à-dire regarder les conflits, regarder son interlocuteur, en prendre de la distance en se disant bon bah voilà, il s'en prend à moi, mais finalement c'est peut-être parce qu'il a des problèmes chez lui et que du coup il me fait payer. Voilà, enfin j'imagine que c'est une façon de voir les choses aussi différente. Oui. Qui demande un vrai travail sur soi. Un vrai travail sur soi, mais qui va pas pouvoir être fait tout de suite. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de réaliser qu'on va mal, qu'on est victime de quelque chose et trouver le moyen, quel qu'il soit. Et malheureusement, des fois, ça doit passer aussi par des médicaments. De reprendre soin de soi et de récupérer des forces, déjà dans un premier temps. Marcel, il y a beaucoup de gens qui prennent des antidépresseurs à cause du boulot. Il y en a énormément. Je pense que c'est même l'une des causes. C'est une des causes essentielles. C'est une des causes essentielles. C'est une des causes essentielles de prise d'anxiolytiques, de prise de somnifères, de prise d'antidépresseurs, de prise de vitamines, de prise de tout ce que vous voulez pour essayer de lutter contre le quotidien. La vraie difficulté, c'est que dans une époque difficile de chômage, le rapport de force, il est en rapport de l'employeur. Mais pas pour stigmatiser l'employeur. Il y a des employés qui vont mal et qui amènent leur dépression au travail. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a plus le choix pour d'un coup de baguette dire je m'en vais ou je m'en vais pas. Donc il faut d'abord savoir dans quelle situation on est. Alors je suis complètement d'accord avec Anne-Catherine sur les solutions, mais il faut que les solutions soient adaptées. Quand il y a une vraie souffrance, une vraie difficulté, un harcèlement, très honnêtement, les petits conseils sont pas suffisants. Il faut mouiller la chemise pour les thérapeutes. Il faut vraiment s'investir parce qu'il suffit pas de se dédouaner en faisant une petite prescription, etc. Prenez du recul, détendez-vous. Ça va bien, mais quand on est dans une vraie situation difficile, il faut aller les chercher et il faut leur montrer, parce que on a l'impression d'être dans un univers, pardon, je finis là-dessus, kafkaïen. C'est-à-dire, vous avez l'impression que tout le monde et vous êtes complètement pris dans cet univers de fous autour de vous. Anne-Catherine? Oui. Et des fois, ce sont vraiment des univers de fous. Je suis complètement d'accord. Quand je parle de relaxation, de petits trucs comme ça, je disais c'est le premier pas. C'est-à-dire d'abord reconnaître que la personne est victime, et une personne qui a été harcelée ou qui est dépressive ou qui a une mauvaise estime de soi, enfin tout est souvent très lié, va s'accuser. Elle va dire c'est de ma faute, c'est moi qui vais pas. D'ailleurs on me le dit, je suis pas assez performante, etc., etc. Donc dans un premier temps, comprendre ça, récupérer des forces pour avoir un regard un peu plus objectif sur la situation et pouvoir en effet dire mais oui, là je suis harcelée, reconnaître ça pour savoir comment on va passer à l'action, parce qu'en effet souvent c'est une vraie guerre qui s'annonce.
excusez-moi. Et pour pouvoir faire la guerre, il faut être en forme et avoir des armes. Et les armes, si on ne les a pas dès le départ, parce que tout le monde n'est pas forcément combatif, il va falloir apprendre à les acquérir. Et ça peut prendre du temps. Et être soutenu, comme nous l'écrit Hervé du Jura. Je suis contrôleur du travail, donc je côtoie souvent la souffrance au travail. Ces personnes sont souvent démunies d'un point de vue administratif. Elles ont par exemple peu de moyens pour dénoncer un harcèlement moral. Merci Hervé d'aller effectivement dans le sens de notre conversation du jour. On se retrouve dans un instant pour la suite d'En effet pour s'entendre. Mais tout de suite, on a un petit peu de calme et d'amour. Le temps de l'amour de Françoise Hardy. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Aujourd'hui, nous parlons de la souffrance au travail. Jean-Luc nous a laissé un message. Il a 52 ans. Il nous a appelé des Yvelines. Il nous a expliqué qu'il a travaillé pendant 30 ans dans une grande banque, qu'il pensait que ce n'était que dans la petite entreprise, effectivement, la souffrance au travail, mais même dans des sociétés de plus de milliers de personnes, ça existe. Il nous explique qu'il a tout eu, burn-out, dépression, harcèlement moral de plusieurs supérieurs, et que surtout, de banque en banque, finalement, il vivait tout le temps les mêmes choses, et il a donc décidé, il a pris cette décision de quitter la banque, et aujourd'hui, il cherche du travail. Donc, il est parfois des univers du travail qui sont tellement difficiles à vivre. Anne-Catherine Sabas, vous êtes notre invitée, qu'on est obligé de les fuir et de les quitter pour continuer à vivre. Et c'est le cas de Jean-Luc. Mais alors, comment on fait quand on a, j'imagine que les choses sont plus faciles aujourd'hui quand on a 30 ans que quand on en a 50 passés. L'âge doit rentrer en ligne de compte, non ? Alors, je pense que l'âge rentre en ligne de compte pour plusieurs raisons. Bien sûr, des raisons physiques. On est en général censé quand même être plus en forme à 20 ans qu'à 60 ou 50. Mais il y a aussi des raisons, je crois, d'adaptabilité. Quelqu'un qui a passé 20 ans dans la même boîte va avoir plus de mal à lâcher, va avoir plus de mal, le vivra plus comme un échec que quelqu'un qui a peut-être moins d'histoire dans cette entreprise-là. Alors après, quitter le monde de la banque ou un autre d'ailleurs, se retrouver au chômage, c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire que pas facile quand même. Alors c'est pas facile en effet. Ouais. Il faut le signaler, avoir du courage pour dire je lâche l'éponge, j'arrête, etc. Maintenant, ce que j'ai vu, moi, et je trouve ça très encourageant quand même, c'est que souvent, la dépression, que moi j'écris en 2 mots, des traits d'union pression, ou le burn-out, après la phase très difficile et douloureuse, est une opportunité, une occasion de vraiment remettre à plat. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que finalement ce métier me plaît ? Est-ce que je n'ai pas envie de me mettre à faire de la peinture, du jardinage, devenir coiffeur ? Quelqu'un me racontait hier que son rêve d'enfant, c'était de devenir boulangère et qu'après une carrière exemplaire dans je sais plus quelle boîte, à 40 ans, elle a dit « Excusez-moi, j'embête tout le monde, je vais passer mon diplôme » et elle est devenue boulangère. Et elle a commencé enfin à s'épanouir. Alors pourquoi pas ? La crise, la dépression, le chômage, ça peut amener à peut-être changer de voie aussi, c'est-à-dire redémarrer quelque chose de complètement différent. Alors justement, il y a une auditrice qui est très attentive, qui est née là, qui nous a laissé un message sur le blog. Après 18 ans au service d'une entreprise, ma chef m'a harcelée pour quitter mon emploi. Alors effectivement, au bout d'un certain âge aussi, on nous met dehors. J'étais sans doute à 48 ans moins malléable que mes plus jeunes collègues. Difficile de poursuivre en justice quand on veut conserver son énergie pour s'en sortir et créer sa propre entreprise. Et que dire des preuves qu'il faut produire. Effectivement, la reconnaissance de la souffrance au travail aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Il faut non seulement aller mieux, mais en plus, il faut être reconnu en tant que victime. Oui, mais c'est un petit peu le système de la justice. C'est à la victime de prouver qu'elle a été victime. Et quand vous êtes dans une situation de souffrance au travail avec un employeur un peu difficile ou des conditions tout simplement difficiles qui font que chacun est pris par le système et tout le monde a peur pour sa place, il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour que vos copains, collègues se mettent à témoigner pour vous. Parce qu'eux aussi ont peur pour leur place. Bien sûr. Donc il faut pas oublier que quand on commence à s'engager dans une action en justice, les témoignages, il va falloir souvent aller les chercher et on les aura pas forcément. Donc gagner, triompher, c'est aussi savoir qu'à un moment donné, en effet, il faut lâcher prise et que la meilleure revanche sur la vie, c'est de trouver autre chose et de se reconstruire autre part. Et de trouver aussi d'autres sources d'épanouissement dans sa vie, c'est-à-dire ne pas considérer que l'ensemble de sa vie, même si, je mets évidemment des guillemets, l'ensemble de sa vie n'est pas que le travail, mais qu'il y ait des choses aussi à côté auxquelles on peut se raccrocher, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde malheureusement. Oui, et ce que vous dites est très important parce que quelqu'un qui va être
une victime rêvée pour le harcèlement ou la souffrance au travail sera souvent quelqu'un qui a énormément investi dans son travail. C'est souvent les gens qui sont les plus investis qui du coup sont les plus malléables d'une part, mais aussi les plus fragiles par rapport au regard de l'autre, et donc sont des fois des proies rêvées. Et en effet, notre vie, ça n'est pas que notre travail, c'est notre vie de famille, nos loisirs, nos passions, nos enfants, et c'est l'équilibre de tout ça qui fait qu'on va aussi trouver la force à un moment donné pour pouvoir résister à une situation difficile en entreprise. Et surtout essayer de ne pas arriver à l'extrême, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est l'issue fatale de la souffrance au travail, qui sont les tentatives de suicide. On a un message de Lazuli qui nous explique qu'elle a fait une tentative de suicide au travail fin 2007, suivie de 10 semaines d'hospitalisation et de 2 ans et demi d'arrêt de travail. Elle explique qu'aujourd'hui, elle y pense encore souvent, surtout quand l'actualité relate ses faits de mal-être au travail. Effectivement, c'est pas un hasard si on fait cette émission et qu'on en parle. Elle explique aujourd'hui qu'elle n'a qu'une envie, rentrer chez elle quand elle part travailler, tout en espérant croiser le moins de personnes possible sur place et surtout pas les chefs. Donc, ce sont des témoignages comme celui de Lazuli, effectivement, qui nous poussent à parler de tout cela aujourd'hui, même si on pourrait encore faire d'autres émissions pour vous donner la parole. À propos de donner la parole, Marcel, dans un instant, c'est à vous. RTL. En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Marcel Ichou. Oui, ces problèmes au travail, c'est finalement le stress. Et on a vu que dans toutes les émissions dans lesquelles on a parlé du stress, il y a 2 solutions pour le stress, le combat ou la fuite. Et c'est la seule manière de survivre. Sinon, c'est l'histoire de la grenouille que vous expliquiez, Anne-Catherine. On s'englue et on devient malade, mais on devient malade avec de multiples manifestations qui peuvent être des manifestations cardiovasculaires, des dépressions, des insomnies, des maladies vraiment très très importantes, et d'autant plus qu'elles évoluent à bas bruit. Donc effectivement, il faut pas attendre qu'il soit trop tard, et au moindre signe, tenter sa chance pour vivre malgré tout, parce qu'on ne peut pas se réduire qu'au travail. Cela étant, on a assez, disons, pour nous c'est facile de le dire quand on en parle comme ça. C'est une autre histoire que de le vivre dans les entreprises. C'est pour ça que je mets des guillemets à tout ce que je dis, et que il faut trouver la personne qui va vous tendre la main, que ce soit une organisation professionnelle, un médecin, un thérapeute, n'importe qui, parce que on a besoin d'aide quand on a des difficultés à affronter de la sorte. D'ailleurs, Anne-Catherine, vous précisez dans votre ouvrage qu'il faut apprendre à se pardonner nos faiblesses et nourrir une certaine compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Puis apprendre à ne pas s'en vouloir, ça va au-delà, apprendre à ne pas retourner l'agressivité contre nous, parce que les extrémités dont malheureusement l'actualité parle, les tentatives de suicide, les suicides, la question à se poser, c'est cette personne, si elle avait utilisé son agressivité de manière combative, elle ne l'aurait pas retournée contre elle-même, parce que déjà qu'elle est victime de quelque chose, d'un système, d'une tierce personne, en plus elle se rend victime, et moi c'est souvent ce que je dis aux gens, c'est la meilleure revanche que vous pouvez prendre sur la situation, c'est de trouver le moyen de vous en sortir, d'être heureux. D'être heureux et justement de triompher de la souffrance au travail et travailler pour vivre et non pour survivre, écrivez-vous dans votre ouvrage paru aux éditions Bussière, Anne-Catherine Sabas. Effectivement, cette souffrance au travail, elle est très intense, elle est très importante, c'est un véritable fléau, et c'est la raison pour laquelle nous voulions en parler aujourd'hui, en espérant vous avoir éclairé, ou en tout cas vous avoir évidemment concerné. Merci d'avoir été notre invitée, Anne-Catherine, et merci à vous, Marcel Ichou, d'avoir été notre invité quotidien. On se retrouve demain, Marcel. Oui. Et demain, on va faire une émission là qui va vraiment en passionner plus d'un, avec Alain Lieury. Il est professeur de psychologie cognitive à l'université Rennes 2 et il est spécialiste de la question. Nous allons percer les secrets de notre mémoire. Comment notre mémoire fonctionne-t-elle? Évolue-t-elle avec le temps? Est-ce qu'elle s'entretient et de quelle façon? Pourquoi oublions-nous souvent où sont nos clés ou encore les noms des personnes qui viennent de nous être présentées? Si vous avez des trucs ou des astuces justement pour vanter le développement de la mémoire, n'hésitez pas, vous nous appelez, vous partagerez votre expérience en appelant le 3210 ou en laissant un message sur le blog rtl.fr ou notre page Facebook. On se retrouve donc demain dès 15h en direct sur RTL. D'ici là, le rendez-vous évidemment que l'on n'oublie pas, Philippe Bouvard et les grosses têtes. Je vous embrasse et à demain 15h. RTL, il est 16h. Et on retrouve Odile Pouget pour les informations. Odile.